Kwekwe Kaskina, bonjour tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre. Tout d'abord, là, je voulais vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui pour avoir ce bel échange autour des cartographies autochtones et aussi autour de la fabuleuse exposition Sphérographia que vous pourrez aller voir pour les 3 prochains mois. Donc, elle est disponible dans la salle, dans le centre d'exposition juste ici en arrière. Je veux d'abord remercier également toute l'équipe, le collectif de Sphérographia qui ont rendu possible ce bel événement, cette fabuleuse exposition. Donc, sont parmi nous aujourd'hui. On a passé une très belle semaine ensemble à apprendre à se connaître et puis à monter tranquillement, pas vite, la très belle exposition. Donc, je vous invite vraiment là, à aller la consulter. Puis, Carmel aussi a toutes les informations pour vous aider là, dans la visite également, pour vous donner toute l'information disponible. J'en profite aussi pour remercier la Ville de Val-d'Or de nous accueillir ici, qui a aussi contribué là, à faire en sorte que l'événement puisse se concrétiser. Je veux remercier également le centre d'exposition, là, Carmel, qui a été un support incroyable là, pendant les 2 dernières années pour rendre possible cet événement. Je veux remercier également l'UQAT aussi là, pour leur participation à cette organisation. Et bien entendu, je veux remercier tous les participants là, qu'on a aujourd'hui, que je pense va pouvoir avoir, va résulter d'une très belle discussion, un très bel échange autour des savoirs territoriaux autochtones. Donc, on a des conférenciers aujourd'hui, membres de différentes nations, donc qui vont parler de leur réalité au sein de Nitaskinan, territoire Atikamekw, Nidaguinan, territoire Anishinaabe, territoire de la Guyane également. Donc, je pense que cet échange internation va être vraiment productif. Et puis, j'ai bien hâte de vous entendre tous et chacun. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Justine Gagnon, qui est professeure en géographie à l'Université Laval, qui va faire le rôle d'animatrice pour cette table ronde. Bonjour tout le monde. Je vais me lever, je pense. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour cet événement. Donc, il y aura 2 tables rondes cet après-midi et la première s'intitule « Nommer le territoire ». Donc, on fait référence ici à la toponymie, les noms de lieux. Et comme l'a mentionné Benoît, donc, il y a des représentants de différentes Premières Nations, du Québec, de la Guyane et des chercheurs aussi. Donc, avant de laisser la parole à Béatrice Collignon pour vous expliquer un petit peu le lien aussi entre Sphérographia, donc l'exposition que vous pouvez voir, et la table ronde, je vais vous présenter donc brièvement là, les panélistes. Alors, Damien Davy, anthropologue au Centre national de la recherche scientifique en Guyane. James Panapuy, chef de la délégation de l'Oyapock, parc amazonien de Guyane. Oui, vous n'êtes pas dans l'ordre. Non? Hein? Représentant de la Nation Téco. Merci. Désolée, je vous avais mis sur la liste, mais pas nécessairement dans l'ordre. Donc, Christian Coucou, coordonnateur des services culturels au Conseil de la Nation Atikamekw. Oscar Kistabich, membre de la Première Nation Abitibi-Winni et représentant du comité Ijinigate Aki. C'est bien? Nommer le territoire, parce que c'est ça le sens. Et Béatrice Collignon, donc professeure de géographie à l'Université Bordeaux-Montaigne en France et membre du Centre de recherche Passage. Elle fait aussi partie de l'équipe Sphérographia. Donc, Béatrice, je te donne la parole pour présenter le lien un peu entre... Ah, puis petite chose juste avant, au moment de prendre la parole, chacun votre tour, je vous invite quand même à situer un peu votre rapport à la toponymie, en fait, et quels sont vos projets respectifs, aussi votre travail en lien avec la toponymie. Béatrice. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là, même si vous êtes assis un peu loin, comme si on était intimidant. Franchement, je ne vois pas trop, mais bon. Dans le cadre, si vous allez voir l'exposition Sphérographia, dans le texte d'introduction, il est dit « La carte n'est pas le territoire, les globes virtuels drapés de données ne sont pas le monde ». Alors, effectivement, les globes virtuels drapés de données ne sont pas le monde pour toutes sortes de raisons. Mais moi, j'en ai vu une, c'est que sur ces globes, il n'y a pas de toponyme, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Il y a des informations qui tournent, qui sont présentées,
mais comme si ce monde qu'on met sur les globes était éloigné de nous, était anonyme, en fait. Alors, si les globes virtuels et les globes en eux-mêmes ne sont pas le monde, les toponymes, les noms de lieux, seraient-ils le monde? Question. En tout cas, si les toponymes autochtones ne sont pas le monde, ils le racontent, ils le disent. On dit souvent des toponymes autochtones qu'ils décrivent le territoire, ce qu'il y a sur ce territoire, ceux qui y sont, ce qu'on y fait, ce qui s'y passe. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y a tout cela dans les toponymes. Oui, il y a tout cela, mais il y a bien plus que cela. Ces toponymes, ces noms de lieux, ils mettent en forme le monde, ou plutôt ils expriment la façon dont ceux et celles qui l'habitent l'ont mis en forme. C'est une conception du territoire, une conception du monde, une construction intellectuelle qui passe par le quotidien, les émotions, un rapport sensible à ce qui nous entoure, ce avec quoi nous faisons monde en tant qu'habitants sur cette terre. Ce nous, ce sont les vivants, les humains, les non-humains, dans toutes leurs dimensions, pensés différemment selon chaque peuple qui habite ces territoires. Alors, s'arrêter sur les toponymes, proposer de s'arrêter sur les toponymes, et notamment sur les toponymes autochtones, dans le cadre de Sphérographia, c'est donc arrêter le mouvement étourdissant de ces globes images qui tournent sur eux-mêmes, s'arrêter pour réfléchir ensemble, par le partage de nos compréhensions des noms de lieux, sur le monde ou les mondes contenus dans ces sphères, tels que les uns et les autres, et notamment les peuples autochtones, les connaissent et les comprennent. Pour ma part, ma rencontre avec les toponymes autochtones s'est faite dans l'Arctique canadien, avec les toponymes des Inuits qui habitent le nord-ouest des territoires du nord-ouest, au tout début des années 90, parce que j'étais à la recherche des savoirs géographiques des Inuits. Et à travers ces toponymes, c'est ce savoir que j'ai rencontré et qui m'a tellement intéressée. Plusieurs questions possibles pour nous, je crois, aujourd'hui. Quel est le monde qui émerge de ces noms de lieux? Quelle est la vie du monde telle qu'elle s'exprime et se transmet dans ces noms de lieux? Les enjeux de transmission de ces noms de lieux, la reconnaissance politique des territoires et le fait qu'à travers les noms, même si ces noms ne sont pas écrits, ils sont dans les mémoires, mais ils sont aussi dans les regards et dans l'intelligence avec laquelle ceux qui habitent ces territoires entrent en relation avec lui et le comprennent. Pour ma part, je voudrais aussi dire qu'on m'a souvent, dans les études à Inuit, il était considéré que les toponymes servaient à se déplacer. Et dans mes recherches avec les Inuits et dans mes discussions longues avec eux et mes travaux avec eux, ce qui est apparu, c'est que les toponymes ne servent pas à se déplacer sur le territoire, ils servent à habiter le territoire, ce qui est une toute autre dimension. Ce qui fait aussi que par rapport à une idée très répandue dans la vision européenne de ces territoires-là, l'idée très répandue, c'est que tout est nommé. En fait, tout n'est pas nommé. Il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas nommés. Ils font autrement partie des territoires. Mais cette vision d'un monde où tout aurait un nom, c'est aussi, je crois, une vision de sédentaire, une vision de paysans attachés à des parcelles, des maillages du territoire, des carrés ou des rectangles, disposés selon les rangs canadiens, puisqu'on est au Canada ici, et que cette vision-là ne rend absolument pas compte de la façon dont d'autres, depuis très longtemps, ont vécu ces territoires. Et c'est peut-être de tout ça dont nous pouvons parler cet après-midi, et je passe la parole à qui la veut autour de cette table pour commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis James Panapuy et je viens de la Guyane française, précisément de Camopi. Camopi qui se trouve entre la frontière Brésil et française, on va dire la Guyane.
Voilà. Et de la nation Teco. Je sais qu'en France, on dit de la communauté Teco. Voilà. Et il y a à peu près 1000 à 1500 habitants sur l'ensemble de la Guyane. À Camopi, là où j'habite, il y a, on va dire, au moins 800 habitants par là. Voilà. Nous sommes endémiques, on va dire, de la Guyane, dans le monde entier. Un des peuples, la plus minorité, je ne sais pas, peut-être sur Terre, mais en tout cas en Guyane, on est la minorité parmi les 6 ethnies amérindiennes qu'il y a en Guyane. Voilà, juste pour vous préciser un peu de là où je viens. Mais sinon, la culture Teco, c'est une culture qui ne s'écrit pas. Voilà, tout est raconté de père en fils et tout est gardé dans la mémoire. C'est vrai qu'à force, il y a de l'oubli parce qu'il y a aussi de l'immigration. On passe d'un territoire à un autre, même si on ne va pas très loin, mais c'est toujours dans le territoire des ancêtres, on va dire. C'est un peu dans toute la Guyane, et puis aussi peut-être de l'Asie, et aussi dans l'Amérique du Sud. Et on est resté quelque part en Guyane, voilà. Et c'est comme ça que l'histoire s'est créée. Et par exemple, il y a certains villages qui s'est créé par rapport au nom, aux événements, ou parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a mis les noms, par exemple, où il y a un endroit, par exemple, sacré. Et on a mis les noms, parce que c'est sacré. Ou, par exemple, c'est le nom d'un grand-parent, ou d'une grand-mère, ou quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça que l'idée est venue, afin de pouvoir mettre ça sur écrit et de faire un travail, mettre ça à disposition des habitants pour que ça continue, quoi, pour qu'il n'y ait pas d'oubli par la suite. Enfin, pas d'oubli, mais au moins que ça soit écrit quelque part. C'est comme ça que le parc et le CNRS, dont Damien David qui est là, on a fait ce travail avec les agents du parc et la communauté, avec les aînés, on va dire, nos anciens, qui nous ont donné les noms en Teco. Bon, ça c'est pas fait qu'en Teco, parce que chez moi, il y a quand même 2 tribus, il y a Teco et Wayampi. Donc, on a fait ce travail avec des anciens qui nous ont donné le nom en Teco, et ainsi de suite. Et autour de ça, il y a aussi toute une histoire qui raconte pourquoi ce village a eu tel nom. Et voilà. Et maintenant, cette carte existe et c'est à disposition des habitants, de l'école. Et puis voilà. Puis je passe la parole à Damien. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc comme l'a dit James, moi je suis anthropologue, je travaille depuis 20 ans en Guyane, j'y vis, je travaille dans un centre de recherche. Et depuis 20 ans, je travaille avec différents peuples autochtones de Guyane, dont le peuple Teco et le peuple Wayampi qu'a évoqué James, mais aussi le peuple Palicourt, pour travailler avec eux autour de leur connaissance de la nature, du monde et du territoire. Et donc, en travaillant avec les aînés, James et d'autres personnes, eh bien, c'est vrai que nous, on s'orientait en effet avec des cartes, avec des noms. Et puis, en discutant, les autochtones, les aînés, ils disent « Oui, mais ça, c'est mal écrit, ou ça, c'est pas dans notre langue. » Il y a d'autres noms pour tous ces lieux qui racontent des histoires. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit on va travailler tous ensemble pour pouvoir visibiliser une présence sur un territoire, mais je crois que c'est la même histoire beaucoup ici, c'est qu'il y a des peuples qui vivent depuis très longtemps en Guyane, au Canada, dans toutes les Amériques, et la colonisation a fait qu'on a invisibilisé la présence de ces peuples. Malheureusement par la violence, la domination et puis la disparition physique de nombreux peuples. En Guyane, donc, comme disait James, il y a 6 peuples. Je vais les renommer parce que c'est important. Il y a les peuples Teco, Wayampi, Palicourt, il y a les Kalinia, les Arawaks et les Wayana.
Et tous ces peuples ont des langues, certaines qui sont proches, comme le Téko et le Wayampi, un peu comme vous, les familles de langue des différents peuples que vous avez ici, et puis d'autres qui sont très différentes. Et ils ont chacun une manière de nommer, chacun une connaissance sur leur territoire. Donc c'est ce qu'on a pu faire sur une région de la Guyane, une partie de la Guyane, ce qu'on appelle le fleuve Oyapock, où vivent ces trois peuples, Palicourt, Wayampi et Téko. Et faire des cartes, c'est bien sûr la connaissance, elle est dans la tête des anciens, mais c'est aussi faire des supports et montrer quand on est allé dans les écoles, par exemple, on expliquait aux jeunes dans les écoles, majoritairement dans ces lieux, dans ces communes où il y a des enfants autochtones, de leur dire que les cartes, c'est pas que en français. On peut faire aussi des cartes, on peut recenser le savoir, on peut connaître l'histoire de la France, mais il faut aussi connaître l'histoire des Téko, des Wayampi. Et c'est vrai que l'histoire, on l'a beaucoup par les noms de lieux. Comme tu le disais, il y a des noms, donc il y a des noms qui rappellent des anciens. Donc on parle d'un village, par exemple le village Zidok, c'était un chef Wayampi. Le village, c'est aussi des noms de lieux avec des noms d'arbres, des noms de plantes qui sont importants dans la culture. Puis c'est aussi des épisodes historiques où des événements se sont passés. Donc c'est tout ce travail qu'on a mené avec eux, afin volontairement de visibiliser le savoir de tous ces peuples, pour eux-mêmes valoriser et aussi montrer à la Guyane et à la France que ces peuples existent et ont une connaissance précieuse du territoire. Voilà. Et voilà, fini. Tu es d'accord? Merci, Migoch. أستاذ معني دشنا كازران بتبيني زي دوجي من كينات ايش وابد بانين اكي كنا قد ويزيو نو ساقي كان اشت جيبي ادي قد شاين كنا قد تكون ويزون مي موشا دوجي قد مي موشا كده نو ميوجي كندا ما ده دي جاد هدي ود السياد ميداش moi je vous l'ai dit, moi je m'appelle Askar Kistabich, je suis un Anishinaabe de Pikougan. On a fréquenté la Kabitibi, c'est pour ça qu'ils nous appellent le Bitibi Uni. Partout où on s'en allait sur le territoire, parce qu'on partait, nous autres, pas loin de Jutel, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est où, pour là que le Bitibi, c'était à peu près, on prenait 2 semaines pour se rendre là, nous autres, en canot. On n'avait pas d'avion dans ce temps-là. Là. Puis, à chaque endroit, il y avait des noms. Puis, ils nous disaient tout le temps, cet endroit-là, ça s'appelle Shikubi-Itik, Shikubi, Stawak, Kagishkak. Puis c'est des endroits bien spécifiques. Puis quand on nommait l'endroit, comme Mashkoudenagapi, nous autres, il y avait la famille. Il y avait mon père. Le nom de mon père est lié à Mashkoudenagapi. Mashkoudenagapi, c'est un endroit sur la rivière Nanakana, sur la rivière Arikana, qu'il appelait. Puis ça, mon père, puis mon grand-père, arrière-grand-père, ça fait partie de mes ancêtres. Le lieu aussi. Parce que le nom du lieu est lié à mes ancêtres. Puis mes ancêtres sont liés au lieu. Ça fait que c'est comme la famille. Un droit autochtone, c'est ça. On est dans la famille. Ça fait que si le nom des lieux, c'est très important. C'est ça qui détermine qu'est-ce qu'on est, comment qu'on vit, pourquoi qu'on est là. C'est tout documenté, oral. On n'a pas été documenté par des documents, là. Ben aujourd'hui, présentement, on a un groupe à Pikougan, un groupe d'aînés, des années, on est 70, 75, 78, moi, 80. On a commencé à se réunir, puis parler de ça. Puis, parce qu'on a encore ces
ces noms-là. On a encore l'université, ils disent c'est le toponymie. Mais nous autres, quand Génique Kadeg a acquis, c'est comme ça que ça s'appelle. Génique Kadeg. C'est ça qu'ils disaient tout le temps, nos aînés. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle ça s'appelle ça. Ils disaient le nom. Ça fait que on a commencé à travailler là-dedans parce qu'on a encore la mémoire de nos ancêtres. Parce que quand on était jeune, on vivait dans le bois, on vivait en famille. Puis l'histoire, ça a été toujours oral. Mais les histoires, ils comptaient par ceux qui se promenaient là. Parce que des fois, mon père et mon grand-père, ils partaient pendant 1 semaine, 2 semaines des fois. Mais quand ils revenaient, ils nous comptaient où est-ce qu'ils étaient allés. Partout. Tous les endroits. Il y avait des noms. Fallait comme si tu t'en vas à Montréal, tu connais toutes les villes qui sont là-bas. Là. Ben, nous autres, ce n'est pas les villes. C'est les endroits qui sont bien spécifiques. Pourquoi que ça s'appelle comme ça? Il y a un nom. Puis les familles qui sont là. C'est comme une famille. C'est ça qu'il faut en parler. C'est ça qu'il faut le dire. Les droits autochtones, c'est pas été effacé, ça. Puis, j'ai su, à un moment donné, parmi les... je travaille des fois avec ceux qui travaillent dans la toponymie fédérale et puis provinciale. Dans les années 50, il y a à peu près 15 000 noms autochtones ont été effacés. Autochtones, là. Toponymie, là. Ça a été effacé. Ça a été éliminé, je ne sais pas, il doit être quelque part, mais quand on élimine quelqu'un, il dit on devait le retrouver. Mais c'est ça qui s'est passé dans les années 40-50. Parce que, dans ce temps-là, la France y arrivait. Il dit pourquoi vous avez tous des noms autochtones ici? Ben, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un pays autochtone. Ça fait qu'ils ont dit, on devait mettre des noms en français. Dans ce temps-là, qu'ils ont tout rayé. Puis, ça fait que c'est important, ça. Parce que le nom des lieux, c'est l'endroit qu'on est venu au monde. C'est l'endroit qu'on est venu jouer. Moi, j'arrive de où je vis, chez Mascoutin-Rapi. Fait que c'est là qu'on vivait, avant d'aller au pensionnat. Puis au pensionnat, on n'a pas appris toponymie, hein? Ni plus tard au secondaire. Ensuite à l'université. Puis là, c'est ça qu'il faut tout travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a des... Benoît et puis Marie-Ève, qui nous aide depuis 1 an et demi, au point de vue technique. Nous autres, on a la mémoire encore. Avec cette mémoire-là, il faut le dire. Il faut le dire à la génération qui s'en vient chez nous. Puis en même temps, au monde universitaire. Fait que il faut qu'il soit inscrit quelque part. Puis c'est important parce que les gens, comme nous autres, on est à Abitibi-Uni, c'est un lac qui nous a déterminé qu'est-ce qu'on est, comme Anishinaabe, Abitibi-Uni. C'est un lac qui nous a déterminé. C'est pas les autres nations. C'est le lac. Ce lac-là. Un peu toutes les autres nations. Le Tizagi, c'est le Tizagi qui l'a nommé Tizagi-Uni. Ça fait que chaque nation au Québec, les communautés, c'est les territoires qui les ont nommés, qu'est-ce qu'ils sont, leur nom. Ça fait que si on efface ces noms-là,
Si on ne prend pas compte que ça existe, je pense qu'on va disparaître aussi. Fait que le nom, il ne sera plus là. Fait que c'est ça que je voulais emmener. Nigots, ngitsemene dano maitaran. Nigots. Kwekwe, skinat Sheok, Christian Coucou, Neruisil, de Beltstan Ndashik. Yo jamguin dengan jibenda armudman he dende jo dimirtan hengen jo dimirtak sagot ne armuz gaidek ne jinkas gaidek aski mi de gaidet skarunut. Oguzane ni benda armudman ajinde requesket yenan odimirtak ne jo esket ne ni miodana ne odimirwin. Bonne journée tout le monde, Christian Coucou. Ici, on m'a invité pour venir parler de la relation qu'on a avec les toponymes, les recherches qu'on a depuis plusieurs années sur ce sujet-là assez important pour la nation, puis en lien avec les cartes aussi. Je pense que là, ça a bien donné que Oscar parle en premier parce que j'aurais pas besoin de revenir sur comment qu'on conçoit les toponymes, parce qu'il est très bien résumé. Là, ça ressemble beaucoup à nous. Mais avant, je voulais comme parler un peu de d'où vient mon intérêt pour les toponymes. Moi, ça fait 29 ans que je fais de la recherche sur beaucoup de domaines, au niveau historique, au niveau anthropologique, même j'ai touché au niveau de la santé juridique, etc. Puis puis par la force des choses, ça m'a amené à toucher au toponyme. C'est quelque chose d'assez important pour nous depuis qu'on a déposé nos revendications territoriales dans les années 70. Ça, c'est un des arguments qu'on amène au gouvernement pour prouver notre occupation, parce que malheureusement, c'est à nous à prouver, là, c'est ça, j'ai jamais compris. Mais fait que là, c'est ça c'est pour ça qu'il y a eu un travail important. Mais en même temps, il y a aussi pour enseigner à nos jeunes. Puis moi, je joue un peu ce rôle-là au niveau de l'enseignement, pour pas qu'on perde le nom le vrai nom des lieux que je dis souvent. Là. Et moi, c'est un peu ça. Puis au niveau de comment qu'on a travaillé, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup avec les aînés. On est allé les voir, on est allé... parce qu'on a été chanceux dans un sens, parce que beaucoup de nos aînés, ils n'ont pas été au pensionnat. Eux, ils ont vécu sur le territoire, puis ils connaissaient le territoire. Puis il y a eu quand même beaucoup de recherches qui a été faites, entre autres avec... tout le travail au niveau de la revendication territoriale, il y a eu comme, on appelle ça la grande recherche. Fait que là, on est allé chercher on est allé interviewer des aînés. Puis on a quand même beaucoup de toponymes là, qui ont été comme conservés. Et puis c'est ça, avec ce travail-là, on a comme utilisé les cartes. Ça, c'est quelque chose, parce que je sais que dans d'autres discussions, on parle des cartes, mettons, coloniales, où ces cartes-là sont utilisées, ont été utilisées pour usurper, pour prendre possession du territoire. Mais nous, la manière qu'on l'amène aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser ces cartes-là pour comprendre, pour donner notre compréhension. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai amené deux exemples de cartes qu'on utilise pour faire notre travail. Il y a une des premières cartes, c'est vraiment juste un résumé. Là. C'est quand même, tout ce travail-là, c'est beaucoup plus élaboré. Entre autres, Benoît nous aide là-dedans aussi, puis d'autres chercheurs. La première carte que je voulais parler, c'est la carte de Jean-Michel Laure, qui est un jésuite. Ça a été fait en 1731. Puis cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que ça a été fait par quelqu'un qui était sur le territoire. Parce que ce qui arrive avec les cartes qu'on a, qu'on retrouve là, de ces époques-là, ça a été fait par un cartographe quelque part à Paris. Puis ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est vraiment le jésuite était sur le territoire. Et il a pu il est allé chercher les noms des lieux, pas nécessairement juste le nom des lieux, mais aussi le nom des nations.
c'est vraiment, comme moi, c'est vraiment une des cartes que j'aime beaucoup utiliser, puis qui amène beaucoup, beaucoup d'informations, même pour nous autres. Par exemple, l'exemple que je pourrais donner, c'est, il y a dans une partie de la carte, on voit le Tapsquanies-Zibi, le vrai nom de la rivière Saint-Maurice, et c'est ça, on voit les noms des portages qu'il y avait. Aujourd'hui, il y a maintenant des barrages, ça a tout été stackagé là, par la construction de barrages. Mais avec cette carte-là, on a les noms des rapides puis des portages qu'il y avait là. C'est sûr qu'on avait encore des noms qu'on a comme conservés. Par exemple, ici, on peut voir... je sais pas c'est petit, c'est ça. Mais on voit à Shawinigan. Puis à Shawinigan, c'est une déformation. On a déformé ça aujourd'hui par Shawinigan. Mais c'est vraiment, on l'avait conservé, ce nom de rapide ou portage. Il y a aussi Kokumno qu'on avait conservé. Fait que là, il y a quand même mais d'autres noms qu'on a comme vus là. Mais ce que je voulais aussi parler de ça avec cette carte-là, c'est ce qui est important parce que, oui, dans la recherche, on peut utiliser ces cartes-là pour justement avoir une certitude au niveau du territoire. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est l'interprétation. L'interprétation de ces cartes-là. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, comme je disais, la carte de l'or. Mais par exemple, ici, c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup, c'est dommage. Mais ici, c'est la première mention de ma communauté, de mon groupe, Omotachi Irinyuk. Mais c'est marqué avec une finale Innu. Omotachi Irinwets. Et nous, ce qu'on a compris, c'est que l'informateur était Innu. Et non pas qu'on est en territoire Innu. C'est ça qu'il faut comme comprendre. Puis nous, étant donné qu'on parle encore la langue, on se nomme encore Omotachi Irinyuk, on peut comme comprendre. Un exemple que je peux donner aussi, légalement, pendant des années, puis ça, je pense qu'Oscar va comprendre, notre communauté était appelée Ouémotacheng. C'est de l'Anishinabek. Ça veut dire, mais nous, c'est Wemdachik qu'on dirait. Mais au niveau fédéral, ils ont mis Wemotacheng. C'est ça qu'il faut comme faire attention. Puis même, ce qui arrive aussi, par exemple, dans cette même carte de l'or, on peut trouver Piredibi, le lac Piredibi dans le territoire Innu. Mais on sait que ce n'est pas dans le territoire Neruisio. On sait que c'est dans le territoire Innu. Fait que là, c'est ça que je voulais quand même amener. Il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment, quand on veut aller travailler avec les cartes, il faut travailler avec les nations qui peuvent comme contextualiser la carte. Ça, c'est vraiment comme c'est très important de prendre ça en compte. Un autre carte que j'adore, c'est un autre fait par un autre jésuite. C'est ici. Laure, il a fait 2 cartes. Il a fait sa première carte qu'il a faite lui-même. Parce qu'à un moment donné, dans la carte de 1731, on voit que Laure perdait un peu le nord. C'est comme, là, ça ne marche plus. Mais moi, j'ai tout regardé ça. C'est comme ça s'en allait vers l'ouest, mais la direction, c'était plus vers le sud. Fait que là, il a comme amené ça, ce que j'ai compris, là, le peu que j'ai lu de ça. Il a amené la carte en France, puis ils ont comme refait la carte qui est ici, qu'on voit, même si c'est marqué 1731, la carte a été faite en 1732. Puis moi, au départ, je l'aimais moins, cette carte-là, mais ce qui arrive, c'est qu'on voit d'autres informations qu'on ne voyait pas dans sa première carte, parce que c'était comme marqué « amélioré », là, ou « revue et améliorée ». Puis on voit une des cartes dans le territoire, là, on sait que c'est dans le territoire Neruisio, c'est marqué « Muskouskan ». Puis Muskouskan, on a encore ce toponyme-là aujourd'hui. On l'a documenté, puis c'est un lieu très important, c'était une ancienne sépulture. Puis c'est une des premières mentions. Moi, quand j'ai vu ça, là, je me disais, c'est-tu vraiment le Muskouskan qu'on connaît dans le territoire? Fait que là, ça a comme amené cette information-là. Puis comme je disais tantôt aussi, il faut faire attention parce que comme l'or, il n'y avait pas nécessairement la bonne direction. Par exemple, au Béjouane, est comme quasiment à côté de la baie James. Fait que là, il faut comme vraiment... on n'est pas idiot, mais il faut faire attention quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas à l'échelle, là, vraiment.
Puis un autre cadre que j'aime beaucoup, oui, c'est ça, c'est là qu'on voit Mskouskan. C'est celui de le Codex Canadiensis. C'est de Louis Nicolas, un jésuite qui a été 10 ans ici sur le terrain. Puis c'est encore la même chose. C'est toujours que lui a été ici, il connaît le territoire. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est encore le même exemple. Il faut faire attention dans l'interprétation. Par exemple, ici, on est en territoire Abitibi-Winnie. Bien, on voit étrangement que c'est marqué Nopeming dash Iriniuk. Puis Iriniuk, ça, c'est vraiment dans notre langue, parce qu'on est les seuls à utiliser le R. Fait que là, mais on sait qu'on n'est pas en territoire Néruisio, ici, à Atikamekw-Néruisio. Fait que là, c'est ça que je voulais comme amener là, comme argument. C'est oui, on peut utiliser les cartes, oui, puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime vraiment ça, mais il faut vraiment faire attention dans contextualiser les cartes. Parce que, malheureusement, nous, aujourd'hui, ça nous amène comme des petites complications avec certaines nations. Fait que là, c'est ce que je voulais comme amener comme dans ma présentation. Mais ouais. Si je peux, il me semble qu'il y a une affaire qui ressort de ce qui est dit là, de ce que vous avez dit. C'est la question de l'âge des toponymes. C'est-à-dire qu'il y a des toponymes qui sont vraiment très anciens, des noms de lieux qui sont transmis vraiment sur de très, très nombreuses générations. Et puis d'autres qui vont changer parce qu'on habite le territoire, puis au fur et à mesure qu'il s'y passe des choses, que des liens se créent, il y a une autre dynamique. Donc il y a plusieurs dynamiques en fait sur le même territoire, mais c'est toujours la même logique dans la façon de nommer qui ressort. Et ça m'a fait vraiment penser à ça, ce que tu as dit, Christian, sur ces très, très anciens toponymes, mais aussi cette question de la famille et puis de nommer que vous avez signalé tous les deux. Ça fait sens parce que c'est toujours inscrit dans une histoire qui se continue, qui est encore présente aujourd'hui. Puis moi, je me demandais, parce que dans les territoires sur lesquels j'ai travaillé, là, avec les Inuits Naïts, il y a aussi une toponymie active en Inuit Narktun, de lieux qu'on va continuer à créer des noms pour ces lieux-là, parce que on se déplace un peu différemment, puis les conditions changent, des lieux qui n'étaient pas accessibles le deviennent, des choses comme ça. Et c'est toujours considéré comme de la toponymie qui fait partie du monde inuit, parce que c'est la même logique dans la façon de créer ces liens. Puis je voulais savoir s'il se passait un peu les mêmes choses par chez vous, en Guyane, comme chez les Anishinabés, puis par chez toi. Excuse-moi, j'arrive pas à dire correctement le nom de cette nation-là, parce que c'est pas mes lieux, là. Atikamekw-Néruisio. Je peux comme... oui, c'est parce qu'on est une culture vivante. Et c'est sûr que il y a des toponymes. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a des toponymes qui sont là. Je peux appeler comme des toponymes nationaux où ça reste, ça ne peut pas changer, à moins que, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, ce que Oscar parlait, on a voulu comme cacher, enlever tous les toponymes. Ça, on sait que c'est une technique qui est utilisée depuis des siècles et des siècles. Mais c'est ça, il y a des toponymes, mais il y a quand même, oui, des toponymes qui peuvent changer, puis justement, quand il y a des changements, tout ça. Mais aussi, il y a des toponymes plus familiales. Puis c'est là qu'il y a des rajouts. Nous, on a un territoire familial. Mon oncle, qui était chef de territoire, il a donné un petit ruisseau, un petit étendue d'eau, le nom de son petit-fils, parce qu'il y avait quelque chose qui était arrivé là puis qui avait trouvé ça très drôle. Fait que là, oui, ça fait partie en étant une culture vivante, ça continue, là, oui. Moi, je voulais témoigner aussi, et ce que vous avez raconté, on a exactement les mêmes choses en Guyane. On a des cartes aussi anciennes, une carte de 1764 sur laquelle on a travaillé, et où aussi on a des toponymes qui sont toujours présents, et des toponymes même qui existent, qui témoignent de nations qui ont disparu, puisqu'il y avait beaucoup plus de peuples qui vivaient. Et donc en 1764, il y a des toponymes qui sont présents jusqu'à aujourd'hui en Téco ou en Wayampi, et qui existaient déjà avant. Et puis sur les toponymes qui vivent, en effet, il y a la même chose en Guyane. C'est-à-dire que, pareil, il y a un endroit là où c'est la grand-mère Choix,
hein, où il y a le nom d'un bassin, parce que c'est beaucoup de noms sur les rivières. Et là, il y a des noms anciens, et puis il y a des noms qui ont été donnés par rapport à des événements familiaux, comme vous témoignez. Et c'est vrai que tout ça, ça montre que tous ces peuples continuent d'habiter et de vivre le territoire. Ça, c'est très important. Ouais. Tu voulais compléter des choses? Compléter? Ouais. Non, oui, juste par rapport à... Encore, pareil, quoi. Il y a même des endroits où ça vient des légendes, avec des histoires. Ben, l'endroit est resté, et puis le nom est resté aussi. Mais c'est dans l'histoire, dans la légende. Et il y a des endroits aussi, on va dire, beaucoup plus spirituels, où on ne met pas les pieds, on n'y va pas, mais c'est là. Parce qu'on a une croyance sur ça. Et puis d'autres endroits, par exemple, des rochers, où on n'y va pas aussi, parce que c'est des rochers, on ressent quelque chose et on n'y met pas les pieds. Voilà. Tout ça, c'est venu par les parents, et puis nous, on garde et on passe aussi à nos enfants. Migots. Tu sais, le côté culturel, là, spirituel, tout est lié avec la toponymie. Tout est lié à ce qu'on fait, comment qu'on croit. La langue, chez nous, ils disent toujours, la langue vient du territoire. La langue vient de où ce qu'on vit. Comment qu'on le mouvement, les actions, qu'est-ce qui se passe au territoire. Puis, une chose que j'ai remarqué depuis que j'ai vu des pow-wow, je ne sais pas si vous avez remarqué les danseurs. Ils ont une manière de danser des fois. Mais ce danse-là, ça vient du territoire. Ça vient du territoire, la manière qui marche. Un territoire, tu ne marches pas un territoire, un trottoir, là, c'est pas droite, là. Il y a des bosses, il y a des trous, ça fait que quand tu danses, c'est comme ça. Puis les chants des Wigan, ça vient du territoire. C'est les animaux qui donnent ce son-là. Puis les chants, ça vient des oiseaux. Ça fait que c'est tout un monde qu'on ne peut pas dissocier de la culture, de la croyance, de la spirituelle. Je sais qu'il y a des territoires, il y a des endroits qui sont sacrés pour les cérémonies qu'ils ont faites. Il y en a qui y vont encore. Ça fait que c'est... Le territoire, ça fait partie de nous. On les appelle Aki, là, nous autres, Anishinaabe Aki. Mais c'est nous. C'est comme nos ancêtres, comme je disais tantôt, là. Mon père, il a voulu être enterré où ce qu'il a vécu. Dans plein de territoires où ce qu'il est. C'est là qu'on y va. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont été enterrés dans les territoires. Ça fait que ça fait partie depuis des milliers d'années, là. Dernièrement, on a visité un musée à Yvain, à Théo 08. On a vu des pièces. Vraiment quelque chose, ça. Je ne sais pas combien il y en avait. 30 000? 30 000 pièces, là, des petits morceaux, là, mais Actéo, qui font des recherches à la Terre, là, ils nous parlent. Ils nous relèvent des choses. Ça fait que la théologie, puis toponymie, puis nous, on devrait travailler ensemble parce que si on parle d'une façon quelconque, mais à notre manière, on le met, nous autres. C'est comme ça qu'on va réussir à se comprendre. On a beaucoup parlé de réconciliation depuis, je ne sais pas combien d'années, là, depuis 20 ans. Je pense qu'il va être le temps qu'on s'assit. Puis c'est ça que
C'est un bon début, en tout cas. Puis, nous autres aussi, on va s'asseoir ensemble. Hein? Miigwech. Miigwech, merci beaucoup pour vos partages, vos témoignages. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour... Ou on m'a dit 3 minutes pour des questions. Mais en tout cas, ça serait... Oui? Ça efficace parce que vous avez merci de partager vos connaissances. Moi, j'ai quelques questions concernant les noms, les toponymes par rapport à les chercheurs du temps. Est-ce que les chercheurs seraient tombés sur des individus avec lesquels ils ont fait des alliances entre nations, entre villages, dans les recherches et les noms, parce que c'est intéressant ce que Christian a amené là, par rapport à ça. Puis y a-t-il des lacs qui sont disparus avec les inondations de territoire aussi? Ça, c'est aussi... parce que moi, je me suis rendu compte que dans la cartographie que j'ai de Kizaki, on a des petits lacs à côté qui ont disparu. Mais je pense que c'est arrivé un peu partout. Là, fait que, oui. Donc, avec la sédentarisation, on sait qu'on était toujours en mouvement là, sur le territoire. Là, ça vient justement dire pourquoi on s'appelle Kitizagini. Parce qu'on s'est appelé de même justement à cause de la sédentarisation qui a été faite avec le temps. Fait que je me demande s'il n'y a pas d'autres noms de nations ou de communautés qui a déjà existé avant. Nous autres, je l'avais, là, le nom, il faut que je le cherche, mais on ne s'appelait pas les Tizagini avant ça. Fait que c'est un peu mes questions autour de ça. C'est beau, intéressant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre aux questions? Oui. Oui, vas-y, Christian. Je vais répondre à 2 de tes questions au niveau des toponymes disparus. Ça a été la même chose pour nous. Il y a le réservoir Gouin, quand il a été créé, c'était une série de lacs, de grands, quand même assez gros. Puis aujourd'hui, on a encore cette mémoire-là. Au lieu de l'appeler, mettons le lac Ayabel, Ayabel Sakigan, c'est la baie Ayabel. Fait que là, on a comme conservé ça. Puis les familles qui étaient là, ils n'ont pas oublié. Même si ça fait 100 ans déjà là, que ça a été un peu comme ça. Un autre exemple que je peux donner, c'est Kukukash, qui est comme une des réserves, une des 4 réserves Néruisio. Et Kukukash, c'était comme un lac au début. Mais quand ils ont fait le barrage, ça a tout inondé. Fait que là, encore aujourd'hui, on l'appelle Kukukash, mais ça a été transposé dans l'autre bord du réservoir. Ça a été un peu comme ça. Puis c'était intéressant aussi les autres noms de nations, parce que dans les 2 cartes que j'ai présentées, il y a des noms de nations qu'on voit. Puis nous-mêmes, on a trouvé des noms de nations là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas disparu, ils se sont intégrés avec les autres groupes. C'est ça qui est, par exemple, les gens de Mégiscan et Nyo, qu'on était voisins avec les Anishinabek. C'était les limitrophes. Eux sont maintenant à Obidjouan, dans le groupe d'Obidjouan. C'est Ouskiskedak et Nyok aussi, qu'on voit dans la carte de l'or de 1731. Aujourd'hui, ils sont à Obidjouan et à Ouemotachi. C'est ça qu'on a trouvé. Mais il y a d'autres groupes qui peut-être ont disparu. Par exemple, les Wabmek-Chtoani-Nyok. On avait qu'on peut traduire par les têtes de Beluga, les gens des têtes de Beluga.
on n'a pas de beluga chez nous. Fait que là, c'est ça. Ouais. C'est ceux qui sont... ils doivent être quelque part, mais c'est ça. C'est intéressant. Puis c'est ça que les cartes peuvent amener dans ce sens-là. Mais il faut contextualiser tout le temps. Pas le prendre comme du cash. Oui, sur la sédentarisation, ça, dans l'article, on a la même chose. Hein. Il y avait beaucoup de groupes. Et puis, au moment de la sédentarisation, les privilèges miut, puis les critères miut, ils sont tous passés à Horloktork, alors ils deviennent les Horloktor miut. Miut, ça veut dire ceux d'eux. Et il y a toujours cette mémoire chez les gens. Ils savent très bien, sur plusieurs générations, même les plus jeunes, que, OK, c'est ton voisin dans la maison d'à côté, mais ce n'est pas ton voisin parce qu'il ne vient pas du groupe qui était sur le territoire et qui était différent. Donc, moi, j'ai souvent entendu dans les villages dire c'est tellement difficile de vivre avec des gens, des voisins qu'on ne connaît pas. Puis moi, je suis là-bas. Ça fait comme 40 ans que tu habites la maison d'à côté. Mais jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce que ça voulait dire, puis ça voulait dire, ben, c'est pas vraiment notre groupe. On est aujourd'hui au même endroit, puis on va être identifié comme un seul nom. Mais Ulukaktor Miut, il y a 4 groupes qui habitent à Ulukaktor maintenant, puis qui vont être identifiés comme ça, mais qui continuent à se penser autrement et à aller, quand ils vont sur le territoire, ils vont sur des parties différentes et ils réactivent toute cette mémoire, cette relation à la famille et qui on est à travers les noms, ce que tu disais là. Ça reste très, très vivant. Et je pense que c'est aussi la même chose qui s'est passée par chez vous. En plus, chez vous, les paysages complètement transformés par les barrages, puis la déforestation que, bien sûr, dans l'Arctique, c'est un peu davantage préservé. Mais le changement climatique